Slimane s'est fait un prénom sans avoir besoin de se faire un nom. Il a galéré 10 ans avant qu'un jour on l'entende. Ce gamin des quartiers qui a longtemps chanté Paname dans des bars vides de Pigalle a interprété sa chanson la veille de l'Euro sous la Tour Eiffel devant plus de 80 000 personnes. Slimane a vu se réaliser ce soir-là un rêve d'enfant qui est né alors qu'il avait 12 ans. Mes parents regardaient une émission de télé où un enfant chantait. Ils n'arrêtaient pas de dire « Ah mais il chante trop bien, il chante trop bien ». Et moi j'ai dit « Mais moi aussi je sais chanter ». Et j'ai chanté une chanson. Je crois que j'ai très très mal chanté en plus. C'était laquelle? C'était une chanson de Jean-Jacques Goldman. Vous pouvez me la fredonner? Oui. Ça faisait... Quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Il y a une sorte de fêlure dans votre voix. Vous savez d'où ça vient? Je sais pas, peut-être du cœur. Non, je sais pas du tout. Je chantais comme ça quand j'avais 12 ans déjà. Et ma mère m'a dit « Mais tu chantes super bien » et tout ça. Et du coup, ça m'a motivé. Et quelques mois plus tard, je suis rentré dans une chorale. Vous êtes un enfant de la 3e génération. Vos grands-parents arrivent d'Algérie. Ouais. Mes grands-parents arrivent d'Algérie. Mes parents sont nés en France, se sont rencontrés, aimés en France. Et moi, je suis là. Vous êtes un gamin des quartiers. Ouais. Je suis habité en tout cas par tout ce que j'ai appris de là-bas. Ça a été ma plus grande faiblesse et en fait, avec l'âge, je me suis rendu compte que c'était ma plus grande force. Quelle faiblesse? De ne pas être épargné. On voit beaucoup de choses que parfois des enfants ne devraient pas voir. Dans L'Enfant de la rue, vous chantez « J'avais 5 ans à peine et je savais déjà l'aiguille dans la veine et les bleus sur les bras ». Moi, à 5 ans, je savais ce qu'était un toxicomane. Je savais qu'il se piquait, je savais qu'on pouvait attraper le sida avec ça, je savais qu'il fallait pas marcher sur l'aiguille qu'il y avait par terre. Et en même temps, c'est pas quelque chose qui m'a fait du mal, bien au contraire, ça m'a donné des armes incroyables pour la vie d'aujourd'hui. Et dans cette chanson aussi, je dis, et c'est surtout ça que je dis, c'est que j'ai reçu des centaines de je t'aime à cet endroit-là, et c'est de là que vient ma force. Et mes pansements, je les appelle mes pansements de l'âme, mais c'est ça, c'est tous les souvenirs de cette époque-là de ma vie qui sont juste les plus beaux. Et vous êtes une image très positive des quartiers. Je crois que je devrais même pas être un symbole. De là d'où je viens, il y a plus de gens comme moi que de gens délinquants. Moi, je rêvais de musique, mais il y en a d'autres qui rêvent d'entreprise, qui rêvent de... On a tous envie de croquer la vie à pleines dents et de le faire de la bonne manière. Vous en souffrez que quelquefois on caricature la vie de banlieue, les quartiers, et qu'on les résume à des voitures brûlées, à du deal? Je suis content d'être là aussi pour ça. Même si à aucun moment j'ai envie... je suis pas du tout un modèle et j'ai pas envie de l'être. Moi, je me souviens de fêtes de quartier où mes voisins indiens ramenaient des mets de l'Inde, et l'autre voisine qui faisait un couscous, et la voisine française qui avait fait un bourguignon mais avec de la viande halal pour être sûr que tout le monde mange. Quoi. C'est ça surtout les quartiers, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai juste appris la tolérance et le partage. J'ai pas appris à vendre de la drogue, hein, c'est pas vrai. Comment on a réagi dans votre quartier de Chelles, lorsque vous avez gagné The Voice? On m'a raconté que tout le monde était sorti par la fenêtre, tout le monde criait, était content, un peu comme si on avait gagné un match de foot. Mais c'est vrai, quand je dis on a gagné, parce que ça a été mon premier public aussi. Je chantais chez moi avec une sorte de grosse enceinte qui faisait du bruit dans toute la cité, et on m'a jamais dit arrête. La première fois qu'on vous a découvert, c'est lors de l'audition à l'aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre cœur ce jour-là? Ce jour-là, c'est particulier parce que je viens avec plein de rêves, parce que je viens avec aussi mes petits bagages d'un mec qui vient de chanter pendant 10 ans sans que finalement... Ça marche? Ça marche, ouais. Et je me dis, allez, t'essayes encore une fois. Et au final, voilà, il y a les 4 coachs qui se retournent et je me dis enfin. Bizarrement, le fait de gagner, c'était difficile pour moi. Parce que j'avais tellement attendu. Pas de devenir célèbre et tout, franchement, je m'en fiche. J'avais attendu d'être entendu. Et
Et c'était vraiment la première fois de ma vie où je me suis dit, on m'a compris. Vous avez une première chanson qui est sortie, qui s'appelle Paname. Mmh. Maman me disait, fais tes devoirs, je lui répondais à ton devoir. Ouais. Votre mère a vu. Ouais, elle a vu. J'étais très très fier de chanter il y a très peu de temps en dessous de la Tour Eiffel ce titre-là, devant 80 000 personnes, sans compter ceux qui sont derrière la télé. Il faut dire que le jeune homme qui chantait ce soir-là, devant la Tour Eiffel, devant 80 000 personnes, pendant 10 ans, avait quelquefois chanté dans des bars où on l'écoutait à peine, où on l'écoutait pas. Ah oui, ça m'est déjà arrivé plein de fois. J'ai déjà chanté Paname dans des bars. Sans succès. Ouais, c'est incroyable. Et en même temps, c'est ça, je crois, qui me nourrit aujourd'hui. C'est toutes ces années où j'ai chanté dans des bars pour des gens qui parfois ne m'écoutaient pas. Mais parfois, on m'écoutait quand même. En tout cas, vous aviez imaginé ça? Vous aviez espéré si haut, si vite? Ça arrive vite depuis The Voice, mais en fait, au final, si on essaie d'analyser un petit peu, ça fait 10 ans. Donc, je me dis que 10 ans, ça va pour traverser le périph', arriver à la Tour Eiffel. J'ai mis un peu de temps, finalement. On sait que vous adorez Aznavour et Brel. Ouais. Ouais, je suis fan. Mais comme beaucoup, d'ailleurs, il y a beaucoup de mecs de chez moi qui écoutent Aznavour dans leur voiture. Et en tout cas, vous avez le goût de la langue française, Ouais. et de la langue articulée. Ben, pour moi, le français, c'est une des plus belles langues au monde. Si ce n'est la plus belle. Et parfois, on me demande de chanter en anglais parce que c'est à la mode et tout ça. Et je le fais, mais j'ai du mal à le faire parce que j'aime vraiment chanter en français. Et comment vous vous débrouillez avec cette double culture qui vous enrichit aussi? Parce que je parle pas de double culture. Pour moi, j'en ai une. Je suis aussi bien algérien que français, que serbe, que sénégalais. J'ai grandi avec toutes ces cultures-là. Est-ce que vous pensez que votre victoire à The Voice a aussi une dimension symbolique? J'espère, grand rêveur, et si j'ai pu juste donner l'envie à un petit garçon comme moi il y a quelques années, ben, je serais content. Et vous qui avez quand même galéré pendant 10 ans à chanter sans public, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de chanteurs de rue comme ça, dans le métro ou dans les bars, qui ont beaucoup de talent et qu'on n'entend pas parce qu'ils n'ont pas la chance de passer à la télé? Ah, mais pour moi, les meilleurs chanteurs sont ceux-là. Pour moi, rien que dans le bar où je travaillais avant, il y a les meilleurs chanteurs de France qui y passent dans le silence finalement le plus total. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a des destins qui se font et d'autres qui se font pas. Mais ça enlève en rien au talent de chacun. S'il n'y avait pas eu The Voice, vous auriez continué à chanter? Toujours. Toujours, j'aurais continué de chanter, même si demain, ça je le dis un moment dans une de mes chansons, si demain tout s'arrête, moi je continuerai.